Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, un très bon dimanche aussi. Un meilleur dimanche, je l'espère pour vous, que les Golden State Warriors qui ont été balayés sur le parquet des Boston Celtics. On en reparlera un peu plus tard. Un meilleur dimanche aussi que Antoine Pimel qui a dû se préparer psychologiquement à un rendez-vous ce lundi matin chez le dentiste pour une intervention. On lui envoie plein de force, évidemment il va nous revenir rapidement, mais c'était compliqué de faire un CQFR après un rendez-vous chez le dentiste, vous en doutez bien. Donc je suis seul avec vous pour le CQFR de ce matin, de ce lundi 4 mars 2024. On parlera des 8 matchs de la nuit en NBA, mais avant ça je voulais tirer mon chapeau et notre chapeau à Caitlin Clark, qui est devenue la meilleure marqueuse de l'histoire de la NCAA. Pas que de la NCAW, de la NCAA tout court. Elle a battu le record de Pete Maravich, le légendaire Pistol Pete. Grâce à un match à 35 points avec son équipe d'Iowa contre Iowa State, elle a dépassé les 3667 points de Maravich et est donc entrée dans la légende universitaire avant, je pense, et je l'espère pour elle, d'entrer dans la grande histoire de la WNBA et du basket américain en général. Il y a plein de belles choses qui s'annoncent pour elle. Elle sera très vraisemblablement la first pick de la draft WNBA 2024 qui se tient le 15 avril prochain. Elle devrait atterrir au Fever d'Indiana. Et on vous parlera à nouveau d'elle et d'autres joueuses et joueurs qui méritent votre attention lors des prochaines semaines. Il y a la March Madness qui s'annonce, Caitlin Clark qui sera avec Iowa, et il y a plein d'autres joueurs et joueuses qu'on évoquera au fur et à mesure, notamment en prévision des différentes drafts. On va quand même parler des matchs de dimanche. Il y en avait 8 en NBA, certains en fin de journée, d'autres pendant la nuit. Difficile de ne pas commencer par l'énorme défaite, l'énorme roost que se sont pris les Warriors sur le parquet de Boston. Ils ont perdu par un écart de 52 points. Défaite 140-88. À la mi-temps, les Celtics menaient déjà 82-38. Donc autant vous dire que Steve Kerr a arrêté les frais rapidement et il a sorti ses titulaires qui n'arrivaient pas du tout à tenir la comparaison. Les Celtics ont passé une soirée pour le moins tranquille en fêtant les 26 ans de Jason Tatum qui a lui marqué 27 points pour son anniversaire. Au passage, c'est un peu incroyable de se dire que Tatum n'a que 26 ans. On a l'impression qu'il est là depuis une éternité et qu'il a donc théoriquement encore une bonne marge de progression. Il va petit à petit entrer dans son prime. Donc c'est une pensée, je trouve, assez effrayante vu le joueur qu'il est déjà. Jaylen Brown a lui marqué 29 points. C'est la 3e victoire la plus large de l'histoire, la longue histoire des Boston Celtics en NBA. Et c'est aussi la 4e pire défaite des Warriors, qui restait pourtant sur 11 victoires en 13 matchs, donc la dynamique était bonne, mais voilà, accident de parcours dimanche sur le parquet de Boston. On peut passer ensuite au match des Spurs. On parlait l'autre jour avec Antoine de match référence pour Victor Wembanyama, le match contre OKC où il avait époustouflé tout le monde. Et j'en viens à me demander si ce match, qui était assez incroyable statistiquement et qui s'était soldé par une victoire, j'en viens à me demander si ce match, ça peut pas plutôt être sa performance standard, son quotidien en NBA. Ça paraît assez fou vu les statistiques, mais vu ce qu'il a fait cette nuit contre Indiana, je pense que Wembanyama peut produire ça très 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 régulièrement. Il a activement contribué à la victoire des Spurs contre les Pacers à domicile. On a vu l'étendue de son talent, de ses capacités dont on vous parle et dont on vous reparle. 31 points, 12 rebonds, 6 passes et 5 contres pour Victor. Lors d'une victoire 117-105 à domicile pour les Spurs. Victor est devenu le 3e rookie de l'histoire à poser un match avec au moins 30 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 contres. Les deux autres portaient eux aussi le maillot des Spurs. Il s'agissait de David Robinson et Tim Duncan. Donc c'est quand même significatif. Je trouve qu'on a aussi pu voir dans ce match la facette qu'on évoquait aussi récemment, que Benjamin a aussi évoqué dans ses articles que je vous invite à lire après chaque rencontre des Spurs. Il y a aussi le Mob Deep qu'il a sorti hier avec Maxime Aubin. La facette qu'on a vue, c'est ce côté finisher très bon dans les 4e quart-temps et dans le money time. Il a pris les choses en main comme contre OKC. Dans les 4 dernières minutes de la partie, on l'a particulièrement vu à son avantage. Il a inscrit 6 points, 3 rebonds et 1 contre sur les 4 dernières minutes, et il a permis aux Spurs de se détacher définitivement et de gagner un 2e match consécutif, ce qui n'arrive quand même pas souvent pour San Antonio cette saison. Et ça me fait me dire, comme ce qu'on se disait avec Antoine récemment, que la fin de saison, les derniers matchs peuvent être très très productifs pour San Antonio et peuvent servir de base de travail intéressante pour Pop pour les prochaines saisons, pour la prochaine notamment, où forcément les Spurs vont être attendus au tournant après une saison rookie de Wembanyama qui est fantastique sur le plan individuel, mais qui a été, je pense, un peu décevante pour certains sur le plan collectif.
On sait que certains les attendaient plus haut, peut-être même à la lutte pour le play-in. Il s'avère que c'était un peu utopique et qu'il y avait besoin de plus de travail et de former ce noyau dur que San Antonio essaie de constituer autour de Victor. Mais je trouve que les derniers matchs et les dernières performances de Victor, avec ce temps de jeu un peu accru, sont vraiment très 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 prometteuses et encourageantes. On peut passer ensuite au match des Knicks, parce qu'il y a eu une grosse inquiétude. Après quelques secondes de jeu seulement, Jalen Brunson a dû quitter ses partenaires pour une blessure au genou. Il est mal retombé, on a cru que c'était grave. Forcément, dès que ça touche le genou, on a peur. Dès que c'est un joueur de Tom Thibodeau avec le genou, on a peur. Ça nous rappelle forcément des choses au sujet de Derrick Rose, avec cette blessure assez dramatique contre Philadelphie à l'époque. Les Knicks, a priori, ont donné des nouvelles rassurantes sur Brunson. Ils l'ont passé au rayon X. C'était négatif. Il n'y a pas de graves blessures. A priori, ça peut être une petite entorse ou ce qu'ils appellent une contusion. Et les Knicks se sont servis de ce sentiment d'urgence, d'inquiétude, pour aller remporter un match pas simple à Cleveland. Cleveland qui était deuxième de la conférence Est avant ce match. Et les Knicks l'ont emporté 107-98. Et c'est un très joli coup réalisé à Cleveland, parce que les Knicks étaient en difficulté. Ils jouent pour le top 4. Et les derniers matchs avec tous les blessés, et maintenant avec cette blessure de Brunson, étaient un peu inquiétants. Finalement, ils ont réussi à l'emporter à Cleveland avec un triple-double du copain de Jalen Brunson, Josh Hart, qui a signé un triple-double. Triple-double, Josh Hart. 13 points, 19 rebonds, 10 passes. Il y a aussi Dante DiVincenzo qui fait plutôt discrètement une excellente saison aussi, sa meilleure saison en NBA, je pense, qui a inscrit 28 points. Et les Knicks ont donc pris les devants après la pause. Vraiment, ils se sont détachés après la mi-temps. Et ils s'accrochent en tout cas au top 4. Et sans jouer, Milwaukee est finalement à récupérer cette deuxième place qui semblait s'éloigner après les premières rencontres coachées par Doc Rivers. La bonne série des Bucks et les petites difficultés des Cavs ces derniers jours font que Milwaukee est maintenant deuxième sans avoir joué. Et ce qu'on pressentait, et en tout cas ce qu'on devine pour la fin de saison, c'est-à-dire Milwaukee deuxième derrière Boston qui est intouchable, et ben c'est en train de se réaliser et Milwaukee est en train de se placer comme la deuxième meilleure équipe de cette conférence Est. On peut passer à l'Ouest où il s'est passé des choses. Il y a eu ce match que j'ai regardé entre OKC et Phoenix. Donc l'information principale, c'est évidemment pas nécessairement celle qui est sortie après la rencontre, qui a un fait statistique assez incroyable. Yusuf Nurkic des Suns, qui est devenu le premier joueur à capter plus de 30 rebonds dans un match NBA depuis 14 ans. La dernière fois, c'était Kevin Love qui l'avait réalisé avec les Timberwolves. Et Yusuf Nurkic a pris 31 rebonds lors de la défaite des Suns à Oklahoma City. À Phoenix, pardon, je dis une bêtise. 118-110, victoire du Thunder. Donc c'est l'information qui est sortie parce que c'est un fait statistique incroyable. Mais l'information principale, c'est quand même que OKC a repris les commandes de la conférence Ouest. Peut-être pour de bon, qui sait. C'est peut-être ce qui va permettre à Shai Gilgeous-Alexander d'avoir des prétentions encore plus solides pour le MVP. Mais oui, Shai a fait un match encore incroyable pour permettre à OKC de l'emporter. Métronome, MVP, tout ce que vous voulez. 35 points, 9 passes, 8 rebonds, 3 contres, 3 interceptions à 15 sur 27. Donc il y a toujours cette adresse diabolique de la part du Canadien. Et OKC s'est imposé contre des Suns qui étaient privés de Devin Booker, qui s'est blessé l'autre jour, vous l'avez sans doute vu. Et OKC s'empare de la première place à l'Ouest. Il a fallu aussi pour cela quand même que Minnesota perde. Et Minnesota a perdu contre les Clippers, on va y venir. Les Wolves qui ont lâché leur première place à OKC en perdant à la maison devant les Clippers dans un match très 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 défensif. Victoire 89-88 de Los Angeles. Que dire de ce match ? Il y avait cette atmosphère de play-off qu'on décrit à chaque fois qu'il y a un match très défensif, très, très dur. Rudy Gobert l'a dit lui-même après le match, c'était très très physique, parfois trop physique sans doute. Les arbitres ont été assez permissifs, on va dire. Mais les Clippers sont quand même sortis vainqueurs de ce match, un peu old school, un peu play-off des 90s. Certains commentateurs l'ont décrit comme ça. Les Clippers ont gommé un départ un peu raté. Ils étaient menés de 12 points à la fin du premier quart-temps. Ils ont petit à petit refait leur retard et pris les commandes dans ce match. 32 points pour Kawhi Leonard qui a été important en fin de partie. 24 points de Norman Powell qui est toujours
quand même assez productif et qui est un élément dont on parle pas beaucoup pour les Clippers, mais qui est important. Et les Clippers ont donc tenu le choc en fin de match pour s'imposer contre les Wolves. 12 points, 16 rebonds pour Rudy Gobert. Ça ressemblait, je le dis souvent, et c'est peut-être une fausse impression, mais ça ressemblait à une prise de rendez-vous pour un éventuel affrontement en play-off après. Minnesota avait gagné les 4 derniers matchs contre les Clippers. Là, Los Angeles a trouvé la formule pour s'imposer, c'est-à-dire jouer très dur et très défensif. Et les Clippers qui refont surface après une petite période de moins bien. En tout cas, je les trouvais moins bien ces derniers temps. Ils gagnaient moins de matchs. Ils avaient un peu décroché de cette course à 4 qu'on évoquait pour la première place à l'Ouest. Et ils sont, mine de rien, revenus ils sont à 2 matchs et demi de la première place. Donc c'est pas du tout perdu. Et ils consolident cette place qui leur donnerait l'avantage du terrain au premier tour. Et on sait que c'est important. On peut parler de Dallas peut-être. Dallas qui avait une bonne occasion de se rapprocher du top 6. Dallas qui recevait les Sixers, toujours évidemment privé de Joel Embiid, toujours très diminué. Visiblement, Dallas n'aime pas trop les matchs de bonheur. Ils ne sont pas très matinaux. Les Mavs sont inclinés contre Philadelphie, contre le trio Tobias Harris qui a mis 28 points, Tyrese Maxey 24 points, Kelly Oubre 21 points. Malgré le triple-double de Luka Doncic, défaite des Mavs 120-116 à domicile contre Philadelphie. Donc c'était quand même une occasion manquée pour les Mavs. Doncic triple-double quand même, ça devient aussi un standard pour lui. 38 points, 11 rebonds, 10 passes. Il a aussi perdu 7 ballons. Et Dallas n'est pas dans une forme particulièrement brillante en ce moment. Et c'est la deuxième défaite de suite. Et pour les Sixers, c'est la première fois depuis l'absence de Joel Embiid, depuis qu'il manque des matchs. Je crois que ça fait 14 matchs qu'il est absent. C'est la première fois qu'il remporte 2 matchs de suite. Et là aussi, c'est important parce qu'il faudrait quand même ne pas trop glisser au classement pour éviter de se retrouver au play-in ou de devoir faire revenir Joel Embiid plus rapidement que prévu, avant en tout cas une série de play-offs. On repasse un peu à l'Est peut-être avec Orlando. Je ne vous ai pas parlé d'Orlando tout de suite pour ne pas faire le homer du Magic. Orlando continue de mettre la pression à l'Est sur les équipes qui les devancent. Le Magic a assez logiquement dominé Détroit avec à nouveau 29 points pour Paolo Banchero qui avait mis 29 points au dernier match. Il a reçu l'aide de Wendell Carter Jr., 19 points, et Markelle Fultz, 16 points à 8 sur 8. On peut noter du côté des Pistons, c'est important du point de vue franco-français, Kevin Fournier a fini meilleur marqueur des Pistons avec une plutôt bonne copie contre son ancienne équipe d'Orlando. 17 points, 5 passes pour Evan, avec toujours en ligne de mire ce rendez-vous des Jeux Olympiques où on espère qu'il arrivera en assez bonne forme, avec assez de confiance. Donc on préfère ces matchs-là où il joue, même si c'est pour une défaite des Pistons, où il joue et où il score, il prend confiance. C'est ce qu'on espère pour lui. Pour Orlando, il reste 21 matchs à jouer. Et figurez-vous que Orlando a déjà gagné plus de matchs que sur toute la saison dernière, qui était déjà prometteuse. Ils n'avaient pas fini si loin que ça du play-in. Mais là, il y a déjà plus de victoires. Donc je pense que ça souligne la progression de l'équipe, le sérieux de cette saison et aussi le mérite qu'il faut accorder à Jamal Mosley qui mérite à mes yeux d'être nommé, d'être candidat en tout cas, d'être dans les placés, dans les coachs qui vont recevoir le plus de votes pour le titre de coach de l'année. Je ne sais pas si ce sera le cas parce que Orlando avance quand même relativement discrètement, mais Jamal Mosley mérite que l'on parle de son travail, je trouve. Dernier match de la nuit, le 8e, c'était Toronto qui affrontait Charlotte. Je ne vous ai pas donné le score d'Orlando. Orlando qui, je regarde ma fiche, l'a emporté 113-91. Voilà, je ne vous ai pas donné le score de cette victoire du Magic. Et donc le dernier match de la nuit, Toronto contre Charlotte. Toronto qui a surmonté l'absence de Scottie Barnes qui s'est fracturé la main l'autre jour, qui a, malgré cette absence, qui a réussi à infliger à Charlotte une 4e défaite de suite avec un très bon Immanuel Quickley, 22 points, 11 passes, et très bon RJ Barrett aussi, 23 points. Ça a été les 2 joueurs les plus en vue, les anciens coéquipiers des Knicks. Et les Raptors, par contre, qui n'ont pas de chance, qu'après avoir perdu Scottie Barnes, ils ont perdu Jakob Poeltl en plein match pour un doigt disloqué. Donc, a priori, ça se soigne bien. Il va, je pense, revenir avant la fin de la saison et peut-être aider les Raptors à faire un push pour le play-in. Il y a encore une petite marge d'avance pour Atlanta qui a vu Brooklyn revenir à 2 matchs pendant le week-end. Mais Toronto n'a pas encore dit son dernier mot. Il va peut-être tenter de jouer les troubles faits à l'Est pour jouer le play-in tournament. Voilà pour les matchs de la nuit. Je vous rappelle les scores. Donc Dallas qui s'incline à domicile contre Philadelphie 120-116. Boston qui écrase Golden State 140-88. Les Clippers qui s'imposent
à Minneapolis contre les Wolves 89-88. Le Magic qui domine Détroit 113-91. Les Raptors qui dominent les Hornets 111-106. Les Knicks qui, malgré la blessure très précoce de Jalen Brunson, gagnent 107 à 98 à Cleveland. Les Spurs de Victor Wembanyama, donc Victor excellent, qui l'emporte à la maison contre les Pacers 117-105. Et enfin, Oklahoma City qui prend la première place à l'ouest en gagnant à Phoenix 118-110. Voilà pour ce CQFR du jour. On se retrouve dans l'après-midi pour un podcast. En fin de journée, vous aurez le podcast de la semaine. Donc ce sera sans Antoine, mais ce sera avec Théo et Fred Young. Donc je sais que vous appréciez les interventions dans le podcast. On est très ravis aussi de l'avoir avec nous. Je ne vous dévoile pas encore le sujet du podcast. Je vous invite à le regarder ou à l'écouter plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine. Il y a aussi sur la chaîne YouTube le Hoop Culture de dimanche avec Théo et Pierre Armand, le Moop Deep avec Benjamin qui est sorti aussi dimanche plus tard dans la journée. Je vous conseille d'aller regarder ça, c'est toujours très intéressant. Et on se retrouve demain matin pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous.